Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Ce vendredi matin, sénateurs et députés se sont réunis pour discuter du principe de l'africanisme et du rôle des parlements africains dans la promotion de cette unité. Il s'agit des discussions visant à aider les membres du Parlement à comprendre les origines de l'idéologie africaniste et à échanger des idées sur le cheminement vers l'unification des pays africains et la promotion de l'africanisme. Le président du Sénat du Rwanda, Dr Kalinda François-Xavier, a souligné que l'Afrique devrait se souvenir des héros qui ont été à l'avant-garde de la création de l'idée de l'africanisme et des raisons qui ont conduit à son émergence. Il a déclaré qu'il est nécessaire que les parlementaires africains d'aujourd'hui jouent un rôle dans la promotion des valeurs et des principes du panafricanisme. Les valeurs de l'Afrique exigent que nous sentons l'Africain et que nous travaillons ensemble pour construire une Afrique unie et sûre en luttant pour la dignité et le développement du continent, a-t-il conclu. Et puis, toujours en actualité nationale, une réunion du Forum des universités australiennes et africaines s'est tenue à Kigali, au Rwanda, pour discuter de l'utilisation efficace des connaissances scientifiques dans une université. Il s'agit d'une conférence à laquelle participent des experts, des chercheurs, des enseignants, des décideurs politiques et d'autres personnes des différents pays qui examinent ensemble comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour renforcer les secteurs de l'éducation dans son développement, également pour résoudre durablement certains des défis auxquels l'éducation est encore confrontée dans cette région et ailleurs dans le monde. La réunion a porté également sur la manière dont l'intelligence artificielle peut être utilisée pour améliorer les pratiques agricoles afin de garantir qu'elles produisent les rendements les plus élevés disponibles possibles. Ces connaissances pourraient être très utiles pour fournir des informations opportunes sur le changement climatique, les maladies et les ravageurs, afin que les agriculteurs puissent les détecter rapidement et prendre des mesures pour éviter que ces changements climatiques n'affectent l'agriculture. L'autre point important débattu a été la manière dont le secteur de la santé peut également utiliser l'intelligence artificielle en aidant à détecter les maladies émergentes et les épidémies, mais aussi à mieux diagnostiquer et trouver des solutions aux problèmes médicaux courants. Et puis, signalons que 820 assistants enseignants de 116 écoles primaires et secondaires de 30 districts concluront le 5 leur période de 6 mois du soutien aux éducateurs. Cela s'inscrit dans l'objectif d'inculquer l'amour de l'éducation à travers le projet d'assistants d'enseignement soutenu par Mastercard Foundation et mis en œuvre par le Muryango Inspire. Ces jeunes hommes et femmes qui avaient terminé avec succès leur 6e année d'études secondaires ont été conclus dans le programme d'aider les enseignants afin de tirer les meilleures parties de la longue pause dont ils disposaient avant d'aller à l'université. 448 de ces étudiants ont choisi de poursuivre leur carrière dans l'enseignement. Ce programme a débuté en 2021-2022 et 2655 étudiants ont déjà obtenu leur diplôme de ce programme qui en est maintenant à sa 4e année. Chaque élève a reçu un ordinateur à utiliser dans le cadre de l'activité et a également reçu 50 000 francs rwandais à utiliser chaque mois. La suite de ce journal, rendons-nous à présent en district de Rouillé, à l'hôpital universitaire central de Boutaré. Une cérémonie commémorative a été organisée pour commémorer plus de 300 membres du personnel et patients, principalement des femmes et des enfants qui ont été tués lors du génocide perpétré contre les Tutsis par la participation de médecins qui travaillaient à l'hôpital CHUB.
Les enseignants, les témoignages présentés révèlent le rôle important des médecins dans la planification du génocide et leur collaboration avec les Imbonerakure pour tuer des patients et du personnel hospitalier au lieu de les sauver alors qu'on leur avait confié leur vie. Les survivants du génocide dans ces hôpitaux indiquent que les médecins, les infirmières et les sages-femmes qui occupaient des postes de direction au CHUB à l'époque étaient impliqués dans la planification et la mise en œuvre du génocide. Parmi les bénéficiaires les plus fréquents de ces hôpitaux lors de la planification du génocide figurent le docteur Chimwemuremye Jean Berkmans, vice-chancelier de l'Université du Rwanda UNER, connu pour avoir planifié les massacres, notamment la création du comité de soutien à la sécurité visant à soutenir les Imbonerakure. Les médecins et les infirmiers ont commencé à tuer ces patients alors que le docteur Sindikuwa Théodore, ancien président de l'État autoproclamé d'Abatabazi, qui était également un pédiatre, a donné des instructions pour utiliser les connaissances médicales pour tuer les Tutsis lors des réunions qu'il a tenues avec le médecin le 21 avril 1994 au CHUB. Il a expliqué aux médecins du CHUB comment utiliser leurs connaissances pour tuer les Tutsis, notamment en leur montrant où blesser quelqu'un pour les faire mourir rapidement. Il a même enseigné aux Imbonerakure. Les survivants de l'hôpital disent qu'ils ne sont pas accablés par le chagrin alors qu'ils continuent leur chemin vers la reconstruction. Toujours dans le cadre de la commémoration, l'hôpital Muhima a participé à la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Les personnels de l'hôpital et leurs amis qui ont commencé leur commémoration au mémorial du génocide de Kigali à Gisozi, en s'inclinant et en déposant des gerbes de fleurs sur les tombes abritant plus de 250 000 personnes. D'autres activités commémoratives se sont poursuivies à l'hôpital Muhima, où un message lié à cet événement commémoratif a été délivré. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Comme chaque vendredi, vous avez l'habitude de suivre cet entretien de la semaine qui revient donc sur les principaux sujets d'actualité. Nous allons aujourd'hui parler de la sociologie et de sa contribution dans la reconstruction nationale. Nous avons le plaisir de recevoir dans ces studios le professeur Jean-Pierre Kaléguéyé. Bienvenue à vous, professeur. Merci pour l'invitation, Patrick. Voilà, en votre qualité de directeur de recherche transdisciplinaire à l'organisation Sud Global, vous avez récemment abordé le rôle des sciences humaines et sociales. Quelle est la pertinence dans une société comme la société rwandaise, confrontée à des questions existentielles profondes? Merci beaucoup. J'aimerais juste dire, pas la sociologie, juste la sociologie, mais il s'agit plutôt des réflexions qu'on a entamées à travers une émission qui est organisée par Dominique Célis, une écrivaine rwandaise qui s'appelle Samedi Domi. Et donc, on voulait réfléchir sur l'impact des sciences humaines et sciences sociales. Et j'étais avec un anthropologue. Et donc, nous pensions que ces disciplines, les disciplines qu'on trouve au niveau des sciences humaines et sciences sociales, sont importantes pour le Rwanda, et comme on l'a vu, surtout le Rwanda après génocide, pour plusieurs raisons. C'est vrai, quand on a un génocide, ça signifie qu'il y a extermination d'un peuple, donc dans le cas du Rwanda, l'extermination des Tutsis comme intention, mais en même temps, cette extermination aussi s'accompagne dans une certaine mesure, dans le cas du Rwanda, avec, c'est accompagné avec une mise en cause de ce qu'on peut considérer comme sciences humaines, sciences sociales, et que c'est-à-dire, pour se mettre à tuer tout un peuple, cela a été, c'était surtout à travers certaines disciplines coloniales, donc qui ont défini, qui ont pris Tutsi Hutu et
et toi comme objet d'étude. Et cela a eu des conséquences néfastes pour le Rwanda. Et donc, il y a ce moment-là où les sciences coloniales et le mal que ça nous a fait. Et donc, du coup, avec le génocide, donc c'est aussi un moment de repenser ces disciplines et de voir ce qui peut être positif, c'est que nous pouvons, en repensant surtout à ces disciplines, et je crois que c'est ce qui s'est fait dans notre société. Quand il y a un génocide, en se disant comment, dès lors, repenser donc ces disciplines. Et quelques exemples. Ici, je pense au Camerounais Patrice Nganang, qui est littéraire, écrivain, qui se disait on ne peut plus faire la littérature comme s'il n'y avait pas eu de génocide au Rwanda. Ou par exemple, il y a aussi Kamana, qui est philosophe et théologien congolais, qui disait le Rwanda, c'est le point de départ de la théologie africaine, le point de départ de la philosophie africaine. Et aussi la littérature, par exemple, à travers le redécrit par devoir de mémoire. Donc, juste en prenant ce cas, je pourrais dire qu'il est important aussi, on ne peut pas, donc, en reconstruisant le Rwanda, c'est aussi à travers un nouvel appareil théorique et qu'on trouve dans les sciences humaines et sciences sociales. Professeur, pourriez-vous également nous éclairer sur la participation des Rwandais dans le développement de ces disciplines que vous avez nommées au moment des indépendances? Oui, les Rwandais ont énormément contribué dans les études, dans les recherches des sciences humaines et sciences sociales, du moins au niveau de l'Afrique surtout. Et donc, il y a d'abord notre propre tradition orale, ou notre tradition orale, si on pourrait dire, depuis le XVIe siècle, où on trouvait des valeurs culturelles, des valeurs historiques, économiques, une façon de vivre ensemble au niveau de la société rwandaise. Et donc là, ça a été une contribution. Mais évidemment, comme la question, c'est au niveau de la période des indépendances, oui, il y a eu beaucoup de chercheurs rwandais qui ont, je dirais même les pionniers de la remise en cause de ces disciplines, des disciplines coloniales. On pourrait citer ici le cas d'Alexis Kagame en philosophie, en histoire, en littérature. Il a joué un rôle important. Par exemple, son livre « La philosophie bantou comparée ». Et donc, c'est une période où il y a une mise en cause des valeurs africaines, des cultures africaines. Et lui, en essayant de montrer que l'Afrique possède une philosophie. Et donc, ça a été un exemple. On peut prendre aussi le cas de Monseigneur Bigirumwami, dans le travail qu'il a fait de tradition, et que moi je considère d'ailleurs au niveau de l'éducation aujourd'hui, quand on lit son texte et le recyclage sacerdotal, c'est une réflexion sur l'éducation de l'Africain, et à partir des valeurs culturelles. Et au niveau de la littérature, on avait Xavier Savio Naigiziki, avec ses romans dont Métrans à 30 ans, on avait des poètes comme... il y avait aussi des poètes d'anglais ne viennent pas, mais il y avait plusieurs poètes aussi. Donc, pas seulement d'expressions étrangères, mais aussi en Kinyarwanda. Donc, il y a eu une grande contribution. Mais c'est aussi un moment difficile pour le Rwanda, donc avec 59. Donc tout ce qui était comme savoir au niveau de l'Afrique était surtout basé sur les cultures africaines. Donc on niait la colonisation niée aux Africains avec l'idée de la civilisation. Donc on niait aux Africains qu'ils avaient des valeurs et donc le travail des pionniers, c'était de montrer que oui, on a des valeurs, on a une science, et c'était ça. Mais avec 59, au Rwanda, évidemment, le gouvernement, le pouvoir de Kayibanda a mis en cause et ses valeurs. Donc ça a été aussi un moment de rupture ou de suspension, si je pourrais le dire, où on considérait ce qui était culture rwandaise comme culture tutsi. Et donc, il y a eu comme une suspension à l'intérieur du Rwanda. Mais évidemment, les gens qui étaient en exil ont continué à exalter ce qu'on avait comme culture, à travers surtout le théâtre. Et ça a été même très important pour les jeunes, pour la transmission des valeurs rwandaises qu'on a trouvées. Donc, je dirais, oui, les Rwandais ont joué un rôle important dans disons dans les valeurs, dans l'enseignement et recherche aussi en sciences humaines et sciences sociales.
Oui, est-ce que les savoirs indigènes sont-ils en dialogue avec les recherches en sciences sociales en Afrique? Oui, tout à fait. En Afrique et au Rwanda, on peut voir par exemple les solutions locales qu'on trouve au Rwanda, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de l'économie avec Gilinga, plusieurs initiatives qui ont été prises au Rwanda. Et c'est évidemment en rapport et aussi avec la réalité, avec la technologie, etc. Et donc c'est une sorte aussi des savoirs endogènes. Donc ça, c'est un moment important. Et je crois que dans l'éducation actuellement aussi, ça permet, ce qu'on considère comme savoir endogène, ça permet aussi d'avoir un type d'éducation qui est une éducation inclusive, balancée, qu'on peut appeler ainsi, mais sur plusieurs piliers, mais dont un des piliers importants, c'est le contexte. Et ce contexte est lié aussi aux valeurs traditionnelles. Ce contexte, pas seulement aux valeurs traditionnelles, mais aux réalités locales des gens. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et donc aussi, par aussi les savoirs endogènes ou autochtones sont importants parce que ça nous permet aussi une certaine transdisciplinarité dans l'éducation, dans nos actions, dans nos manières de faire, et ça nous permet de faire ce lien entre ce qui est considéré comme savoir académique et savoir, entre guillemets, non académique. Oui, peut-être toute dernière question très rapidement, professeur. Quels sont vos vœux, hein, vous, professeur d'université? Je rappelle que vous êtes professeur d'université aux États-Unis d'Amérique. Hein. Quels sont vos vœux pour la jeunesse rwandaise? Ah oui, la jeunesse rwandaise, comme toute jeunesse, je dirais, est tournée beaucoup plus vers la technologie, n'est-ce pas, ou les sciences exactes, etc., et ce qui est bien. Mais je pourrais dire qu'ils utilisent cet outil qu'ils ont, mais pour produire un contenu important pour le Rwanda, et qui n'oublie pas nos valeurs traditionnelles, les valeurs éthiques de façon générale, et aussi notre contexte. Parce que la technologie seule, si tout à l'heure, par exemple, il y a une conférence sur l'intelligence artificielle, le contenu, par exemple, de l'intelligence artificielle, si vous ne faites pas attention, qui parle à travers l'intelligence artificielle, ça peut être un homme blanc. C'est-à-dire que ça dit les savoirs, ce que vous trouvez, les données qui sont disponibles ont été créés et en Occident, beaucoup plus. C'est-à-dire ces jeunes doivent être aussi en mesure de créer leur contenu qui nous parle en tant que Rwandais et surtout qui répondent à nos besoins. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle, professeur Jean-Pierre Kaléguéyé, vous êtes donc directeur de recherche transdisciplinaire à l'organisation Sud Global. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez avec nous puisque nous parlons sciences, technologie, pour découvrir ces logiciels qui ont été mis en place par l'Office rwandais de la sécurité sociale, qui a été lancé donc une plateforme qui est dénommée Ishema, qui aide les employeurs à payer les cotisations de leurs employés. Découvrons ensemble. Merci. L'Office rwandais de la sécurité sociale, RSSB en sigle et en anglais, a lancé une nouvelle plateforme informatique dénommée Ishema, qui aide les employeurs à payer les cotisations de leurs employés. Certains utilisateurs indiquent qu'ils en sont satisfaits car le paiement des cotisations des employés prenait auparavant plus de 5 jours. Le ministre de la fonction publique et du travail, l'ambassadrice Christine Murkiinha, a demandé aux employeurs de participer à cette réunion afin que les employés soient informés à temps des dispositions de la loi. Je voudrais sensibiliser les employeurs à payer à temps les cotisations des employés auprès de la caisse sociale. Lorsqu'on paye à temps, l'employé se sent sécurisé et il travaille mieux. Et cela permet d'augmenter la productivité de l'entreprise. Lorsqu'on a un employé, on a une responsabilité envers lui. Il faut suivre son évolution, savoir s'il est malade, s'il a sa cotisation auprès de la caisse sociale. Et même, il y a des femmes qui vont en congé de maternité. Vous devez suivre tout cela. Le directeur général des technologies de l'information de l'administration de la sécurité sociale au Rwanda, Lionel Ngendanguriyo, déclare qu'il envisage cette nouvelle version du site web
date schéma comme un moyen d'aider les utilisateurs à ne pas perdre du temps à étendre les services, mais plutôt à les faire eux-mêmes. Bienvenue à la page sport de ce journal. La ministre des Sports, Nelly Mukazaire, a encouragé les filles à rêver grand et à participer à des activités sportives car cela les aide à avoir un meilleur avenir. C'est le message qu'elle a adressé aux filles de Kayonza en province de l'Est qui participaient à un programme connu sous l'appellation de BAL 4HR, lancé par BOL, dans le but de promouvoir l'égalité des sexes dans le sport. C'est également un événement auquel ont assisté d'autres personnalités, notamment la PDG des NBA Africa, Claire Akamandi, et le président des BOL, la Basket African League, Amadou Gallo Fall. De manière générale, ce programme vise à aider les filles à oser participer à des activités sportives car celles qui ont du talent participent à des compétitions ou aspirent à des postes de direction dans le sport et au-delà. Grâce à BAL, des leaders de divers secteurs discutent avec les jeunes filles de moyens de les aider à réaliser leurs rêves, d'exploiter leurs talents et d'atteindre des postes de direction dans les secteurs sportifs. C'est donc avec le sport que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à la langue française. On est de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.